en live des Ulysses. Ça va tout le monde va bien? Ça va. Zé, on applaudit, là. Yeah. Ça fait super plaisir d'être là. On va tout de suite remercier la MPT de Cours Dimanche de nous accueillir déjà, la ville des Ulysses, et aussi le domaine de Chamarande qui nous fait une super exposition pendant ces quelques jours ici à la MPT autour d'œuvres d'art. On est là dans le thème de l'égalité des droits hommes-femmes avec la Journée internationale des droits de la femme qui arrive pour le 8 mars. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir une invitée féminine d'entrée de jeu. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Anna Como, ici présente. Bonjour. Alors, pour introduire un peu Anna, Anna elle travaille avec nous dans l'académie depuis l'année dernière. C'est une anthropologue. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'anthropologie, mais si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir ça même aujourd'hui. Et elle nous suit avec l'Académie du hip-hop. Elle nous aide déjà dans la manière de formuler un petit peu sur le site internet ce qu'était l'Académie. Elle a sorti un livre qui s'appelle Le rap au Burkina Faso. C'est le titre? Faire Faire carrière carrière, dans le rap. pardon, désolé. Faire Ouais. carrière dans le rap au Burkina Faso. Donc, il parle un petit peu de l'indépendance des artistes africains, comment ils se débrouillent pour exister, l'impact aussi du rap français là-bas. Et elle travaille sur divers projets, dont l'influence maintenant dans l'autre sens des Africains et des cultures africaines sur le rap français. Et voilà, il y a nos petits gars, nos petites go sont là. Ça va te cuisiner, Anna, à la sauce yassa, à la sauce tagine, Trop cool. à la sauce bourguignonne. Et ils ont prévu plein de petites questions pour toi. Donc voilà, sens-toi libre de leur expliquer un petit peu mieux ton métier assez compliqué et les projets aussi qui en découlent. Qui c'est qui a une première question? Bader? Ouais. Yeah. Essaie de te mettre bien devant le micro, de le rapprocher un peu de toi. Alors, j'ai une question. Déjà, t'as quel âge? J'ai 35 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des raps et tout? Alors moi, je j'écris pas des raps. Je fais pas de musique. Je suis pas du tout rappeuse. J'ai même jamais essayé, à vrai dire. Moi, j'écris des livres sur le rap. Donc je suis pas une artiste en fait. Je fais de la recherche et l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en société. Donc on s'intéresse en fait à comment les sociétés fonctionnent. Et là-dedans, on peut tout étudier, dont la musique, les artistes, comment les artistes vivent de leur musique, dans quel pays, quel est leur public, etc. Et on les suit et on décrit comment ils vivent. C'est ça, moi, que je fais. Ok. Donc, j'accompagne les artistes et j'écris. Et les artistes me permettent d'analyser la société. Ouais. Et dernière question. Est-ce que tu arrives à gérer les études et en même temps, par exemple, écrire des livres et tout? Bah, en fait, c'est le même travail. C'est-à-dire que quand tu es chercheur, c'est un métier. Tu fais des études pour devenir chercheur. Tu fais des très longues études. Bac plus j'ai fait 12 moi, bac plus 12. Donc, tu fais tes études, tu as des examens, tout ça. Une fois que tu as fini ces études-là, tu deviens chercheur et donc tu es payé pour faire de la recherche. Tu es payé pour lire des livres, pour t'interroger, pour interviewer des gens. Et ensuite, avec tout ça, tout ce travail-là de rencontrer des gens, de lire plein de livres, toi-même, tu écris tes propres livres, tes propres articles. Donc, c'est ça que je fais. C'est-à-dire que les études, c'est mon métier. Faire des études, c'est mon métier, en fait. Ok. Ah, voilà. Merci. Sarah. C'était des très bonnes questions. Mhm. D'autres questions? Reda, on va lui envoyer le micro. J'ai une question. Comment t'arrives à pas être stressé pendant que tu fais tes deux métiers? Ah, c'est une bonne question, ça. Mais je suis très stressée, en fait. Euh, le stress, tout le monde le vit. Donc, c'est pas, je pense pas qu'il y ait des gens qui en aient pas du tout.
C'est plus la manière de le gérer qui est importante et qui s'apprend avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, tu fais des choses, tu n'as pas forcément confiance en toi. Et en fait, la confiance, elle vient à force de faire, à force de l'expérience où, par exemple, je donne des cours, j'enseigne. La première fois que j'ai été face à des élèves, j'étais très stressée, j'avais très peur. Et en fait, avec le temps, ça devient normal de le faire, tu vois. Mais t'es obligé de passer par le début où tu as peur pour ensuite faire des choses qui te paraissent de plus en plus normales, où tu as plus d'expérience. Donc, je suis de moins en moins stressée. Mais si je fais des choses nouvelles, je vais revivre ce stress-là, tu vois. Mais c'est normal, tout le monde passe par là. J'ai une autre question. Est-ce que est-ce que tu as déjà réussi à influencer quelqu'un? À influencer quelqu'un. Ça aussi, c'est une belle question, ça. J'espère, en fait. Mais comment le savoir vraiment? À moins que quelqu'un le dise clairement. Merci, tu m'as beaucoup influencé. Mais ça se joue dans ce que tu vois, comment tes élèves, quand tu as des élèves, comment ils évoluent, comment tu vois qu'ils ont compris ce que tu as essayé de leur transmettre. Donc, à ce niveau-là, oui. D'accord. Et une toute dernière, comment tu arrives à gérer tes deux travails? Le matin, tu dois faire quelque chose et l'après-midi, tu dois faire l'autre. Oui. Alors, quand on est chercheur, on a beaucoup de chance parce que on peut travailler un peu comme on veut. C'est comment expliquer ça? J'ai un salaire à la fin du mois, mais j'ai personne qui surveille mon travail. Mon travail, c'est de faire des recherches et donc je suis libre de travailler quand je veux. Donc, il y a des jours où je travaille, des jours où je travaille pas. Par contre, ce qu'on attend de moi, c'est que je fasse des conférences, que je publie des articles et des livres. Et c'est là-dessus que je suis jugée. Après, à côté de ça, je donne des cours où là, bah, tel jour, je suis à la fac et je donne des cours. Mais j'y arrive parce qu'en fait, les cours que je donne m'aident à faire mes recherches parce que c'est un peu les mêmes sujets. Donc, au final, moi, ça m'aide de donner des cours pour mes recherches. J'arrive à gérer les deux. D'accord. C'est plus difficile quand tu fais deux métiers qui sont complètement différents, où il faut que dans ta tête, tu passes vraiment à autre chose. Alors que moi, je reste quand même dans les mêmes thèmes, en fait. D'accord. Alors, je me permets de revenir un peu en arrière. Très Pour bien. toi, le stress, ça signifie quoi? Pour moi, le stress, ça signifie quoi? Le stress, c'est à double tranchant. C'est de la peur de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, c'est un moteur. Parce qu'en fait, ce stress-là, c'est ce qui te permet aussi d'avancer. Quelqu'un qui est stressé de rien, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout. Donc en fait, au final, le stress, c'est à la fois ton meilleur ami et à la fois ton pire démon parce que ça dépend s'il t'empêche de faire les choses ou s'il te motive à faire les choses. Pour moi, c'est ça le stress. C'est trouver l'équilibre qui fait que c'est plus de la motivation que ton démon qui va t'empêcher. Et toi, pour toi, le stress, c'est motivation ou démotivation? Pour moi, c'est motivation. Pourquoi? Parce que c'est trop bien d'avoir peur de quelque chose et d'arriver à le faire. Et à la fin, tu te dis, ah ouais, au début, j'avais trop peur. Et puis, en fait, je l'ai fait. En fait, c'était facile, quoi. Et il n'y a rien de mieux pour gagner de l'estime de toi et de la confiance en toi que de sauter des barrières de peur, en fait, tu vois. Si tu le fais jamais, bah, tu seras jamais fier de toi puisque tu t'auras jamais passé ces peurs-là. Donc, c'est clairement de la motivation. Après, on peut pas gérer toutes ces peurs en même temps. Il faut pas sauter toutes les barrières en même temps non plus, tu vois. Ouais. Et toi, t'as confiance en toi ou... Ça se travaille. Mm. Tu peux avoir confiance en toi dans certains domaines et dans d'autres domaines, tu n'as pas confiance en toi. La confiance en soi, ça dépend dans quoi, tu vois. Tu peux être quelqu'un de très timide et être un très grand artiste qui va aller sur des scènes, être devant des milliers de personnes, mais dans la vie privée, la personne, elle est très timide et c'est compliqué pour elle. Donc, ça dépend tu vois, tu peux... Moi, j'ai confiance en moi sur certains points de ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Maintenant, il y a des choses que j'ai pas encore réussi à faire. Et du coup, là, j'ai moins confiance parce que bah, c'est des peurs qu'il va falloir dépasser. Ah, mais pourtant, il faut, hein. Bah, c'est ça. Et c'est ça qui est bien. Mais chaque chose en son temps. Tu peux pas
sauter toutes les barrières en même temps, tu vois. Tu peux pas gravir la montagne d'un coup. Donc, tu dois d'abord gérer certaines choses et ensuite, tu gères les autres. D'accord. Bah, c'était tout pour moi. Merci, monsieur. De rien. Moi, je voulais te demander, Anna, anthropologue, quand même, c'est un métier assez atypique, dans le sens où tu es la seule que je connais. Mm. Et je voulais savoir, à partir de quel âge tu as eu cette révélation de vouloir faire de l'anthropologie et un métier de recherche? Parce que ça m'intéresse de savoir. Yes. À la base, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les Égyptiens et les pharaons, mais comme beaucoup de gens, je pense. Je sais pas si ça vient de là, mais il y avait, enfin voilà, j'avais une espèce de fascination pour les pharaons et tout ça, mais comme beaucoup d'enfants, je crois en fait. Et j'ai fait des études d'animation socioculturelle moi avant de faire de l'anthropologie. En fait, je savais que je voulais travailler dans la culture de manière générale, mais je savais pas trop quoi à l'époque. Et je pensais pas du tout que j'allais faire des longues études. Mes parents n'ont pas du tout fait de longues études. Et ça sonne. Et du coup, j'ai fait de l'animation socioculturelle comme prévu. J'ai bien aimé, mais en fait, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre, et j'ai trop de questions tout le temps. Et du coup, l'animation socioculturelle, travailler dans le social, me plaisait finalement pas trop parce que j'avais besoin de questionner le social, en fait. Donc, je suis passée de vouloir être animatrice à vouloir questionner, vouloir analyser le monde social, comment il fonctionne et tout. Donc, je suis passée en anthropologie parce qu'on avait des cours en fait de découverte des sciences sociales pendant le DUT d'animation socioculturelle, où là, je me suis dit, ah ouais, ça existe l'anthropologie et on peut étudier le social en fait. C'est dingue, parce que moi, j'ai fait la fac, jusqu'à la fac en social, on m'a jamais parlé d'anthropologie. Ah ouais? Ouais, j'ai fait AES, Ah Administration oui, économique et sociale à oui. l'époque. Et je pense que c'est un sujet qui m'aurait plu, parce que je m'intéresse beaucoup à l'humain. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. Et toi, dans ton entourage, on va dire, privé, Mm. est-ce que tu as d'autres gens qui sont dans la recherche, ou alors tu es un petit peu atypique dans ton entourage et tu croises plutôt d'autres types de profils à ton travail? Ouais, dans mon environnement social à moi, non, il n'y a pas du tout de chercheurs. Par contre, j'ai appris après coup que ma mère rêvait d'être anthropologue et je ne le savais pas. C'est drôle la vie. Incroyable. Parce qu'elle m'a jamais dit deviens anthropologue, mais du tout en plus. Mais par contre, ça faisait partie de ce qu'elle aurait aimé faire. Ben, elle est devenue instite, elle, pour le coup. Et, et ouais, donc, je sais pas, en fait, moi, à la base, je pense que, pour dire vraiment les choses, je pense que j'avais envie de faire des études parce que le monde du salariat et tout ça me faisait flipper au début. C'était presque un peu cool de rester dans les études, en fait. Comme j'adorais apprendre, ça m'allait de faire des études longues, en vrai. Ça me permettait de rester étudiante et de dire, ah, je suis une étudiante, et de pas te positionner vraiment, tu vois. Donc, il y a eu de ça. Et en fait, je savais pas ce que j'allais faire de ces diplômes-là. Mais c'était, je suis allée au Burkina Faso la première fois, j'avais 19 ans et c'était dans le cadre de l'animation socioculturelle où j'ai fait un stage dans une asso qui organisait un festival de musique. Et en fait, là, il y a eu vraiment un mélange de vouloir faire de la recherche, vouloir faire de l'anthropologie et vouloir comprendre un peu plus d'un pays qui a été colonisé par la France, de vouloir comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière. En fait, ça a ouvert beaucoup de questions de ma part en tant que Française, de comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de telle ou de telle personne ou de telle ou telle partie de l'histoire qu'on nous a jamais enseignée. Donc voilà. Et juste, vas-y, je te laisse enchaîner. J'ai juste une petite question. Ce Oui. que je voulais te demander, c'est est-ce que toi, en tant que femme, ça a été difficile pour toi de faire ce métier? Est-ce que tu as eu des complications? Voilà. Très bonne question. Je pense que j'ai refoulé ça énormément. Je pense que j'ai tout fait pour ne pas me dire ça, que j'avais des complications. En fait, il y en a eu tellement. En fait, il y en a eu tellement. Dans le monde de la recherche, je pense que c'est plus ce qui m'a le plus peiné, c'est le fait d'être une femme, mais avec certains codes. C'est plus que le fait d'être une femme, en fait. C'est que dans le monde des sciences sociales, il y a des codes
que il y a des manières d'être, de parler, de s'habiller qui sont quand même assez uniformes. Et avoir des ongles, être maquillée, etc., c'est vu comme être superficiel, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de barrières, de par mon apparence, de par comment je m'habille, etc., qui n'est pas liée au fait que je sois une femme, mais qui est liée à l'idée d'une femme qui aime être féminine, etc. Donc, c'était plus par rapport à ça, et donc, du coup, qui entrave beaucoup de choses parce que, bah, du coup, dans le monde de la recherche, c'est le monde des idées, c'est le monde des arguments, voilà. Et ça a l'air de pas aller ensemble. Alors qu'en fait, bon, on peut réfléchir tout autant et on peut être tout autant intelligente. Donc, il y a eu ça. Et après, il y a dans le monde, quand on fait de la recherche, on va dans des mondes sociaux. Moi, je travaille sur la musique et le rap, donc un milieu très masculin, où là, bah, c'est pareil. Il y a des difficultés aussi de compréhension de qu'est-ce que tu viens faire là, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as des fantasmes, est-ce que, voilà, pourquoi tu t'intéresses à nous, etc., quoi. Tu as réussi à faire ta place. Réussi, j'en sais rien, j'essaye au quotidien, en fait. J'ai une vision à long terme. Donc, il y a plein, voilà, quand tu as une vision à long terme, il y a plein d'embûches, mais tant qu'en haut, tu sais exactement, toi, vers quoi tu vas, moi, c'est ça qui m'anime, en tout cas. Je sais où je vais, mais je vois bien que concrètement, dans les faits, ça va être compliqué, mais il faut s'accrocher parce que, encore une fois, si tu as la vision longue durée, ben, en fait, ça va finir par arriver, même si ça prendra des années. J'ai fait 12 ans d'études déjà, donc je sais que je suis sur du temps long, moi, dans ma vie. Je suis pas sur des... Il n'y a pas de rapidité, j'ai du mal à voir mes réussites parce que j'ai mis 6 ans à faire ma thèse. Mon livre est sorti, ça faisait 10 ans que je travaillais sur ce sujet. Donc, c'est long, quoi. Merci beaucoup. Alors, je me permets de changer de sujet, Oui. mais en fait, autant que écrivain de rap, si je ne me trompe pas, Oui. ça vous a jamais dit de faire du rap? Bah, bizarrement, non. Bizarrement, non. Moi, je suis une passionnée de musique. J'en écoute tout le temps. J'écoute du rap. Mais j'ai fait du chant quand même, mais pas du rap. Mais quand on fait de la recherche sur la musique, on n'écoute pas la musique de la même manière. C'est-à-dire que moi, quand je vais écouter un artiste, je vais tout de suite me poser la question de il vient d'où, c'est qui, d'aller écouter des interviews. Tu vois, je vais beaucoup m'intéresser je vais pas écouter que la musique. Je vais écouter tout le discours qu'il y a autour, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais après, moi-même, en écrire, non, j'ai jamais essayé. Ça m'a jamais attirée, bizarrement. Et autant que femme, ça vous a jamais fait un problème, on vous a jamais jugé? Tu veux dire quoi? Par exemple, il y a des femmes où ils leur disent ici, vous n'avez pas la place, c'est que les hommes. Par exemple, je prends l'exemple pour le foot, certains gens disent que le foot c'est fait que pour les garçons et pas pour les filles. Alors moi, j'ai pas eu ce genre de discours parce que c'est pas aussi franc, c'est pas aussi net, c'est pas dit, mais c'est des regards, c'est des manières de te faire comprendre que tu déranges. Mais on va pas te dire non, t'es pas le bienvenu. Surtout dans un milieu de chercheurs qui sont censés être ouverts. Donc non, on m'a jamais dit ça. Et du coup, au Burkina, en tant que femme blanche maintenant, arrivée là au Burkina, quel a été l'accueil quand ils ont vraiment compris pourquoi tu étais là? Et j'imagine qu'il y a dû avoir des trucs de fou. Et comment tu as réussi à débloquer certaines situations, à, à reprendre un petit peu le dessus et te faire accepter? Parce que quand on lit ton livre, on voit que au final, tu as développé de super relations avec des artistes qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais au début là, quand tu es arrivé, Ouais. c'était quoi voir cette femme blanche qui arrive là et qui veut trifouiller dans l'histoire du rap burkinabé? En plus, tu as dû avoir peut-être des petites maladresses en connaissant pas certains classiques ou certains personnages connus. Voilà, comment t'as anticipé ça? Comment tu l'as affronté? Comment tu as réussi à passer au-dessus de tout ça? Oui, en fait, je pense que j'ai été très naïve. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ignorais totalement. Et
Et ouais, juste le fait d'être une femme blanche, en fait, tu l'ignores jusqu'à ce qu'on te le mette en face. Enfin, franchement, enfin voilà, comme plein de gens qui ont vécu ça en étant noirs aussi et qui disent qu'ils ont découvert qu'ils étaient noirs quand on leur a dit sale noir, en fait. Donc c'est un peu du même ordre d'arriver au Burkina et d'entendre la blanche ça va à longueur de journée. Surtout qu'en France, je me suis toute ma vie considérée comme une étrangère parce que j'ai grandi à la campagne. Moi, je viens pas de l'Île-de-France. Donc, j'ai grandi en zone rurale dans le sud-ouest et j'étais un peu la bronzette d'école. Donc, en fait, j'ai jamais été la blanche, quoi, au contraire. Donc, arriver au Burkina Faso et être la blanche, ça pose énormément de questions. Et en fait, je sais pas comment je l'ai géré. Je l'ai géré avec une naïveté de curiosité où je voyais des comportements de Français qui me dérangeaient, en fait, beaucoup. Et du coup, je pense que j'ai tout fait pour ne pas leur ressembler, en fait. Je crois que c'est ça qui m'a un peu sauvée. Dans le sens où, quand je dis tout fait pour pas leur ressembler, c'est comprendre. J'avais 19 ans la première fois. Et en fait, c'est un peu comme si d'un coup, je comprenais le système de l'aide, le fait que nous, les Français, on va aider les autres en permanence, alors même que tout ce qu'ils veulent, c'est être indépendants et qu'on arrête de les piller. Et du coup, de comprendre et de voir ce système humanitaire mis en place et tout, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma démarche et tout ça. Et en fait, l'entente que j'avais avec les rappeurs, elle était portée sur l'idéologie politique qu'on partageait, en fait, je pense. Et puis, du coup, beaucoup me disaient, mais t'es pas vraiment française, toi, c'est pas possible. Et je leur disais, bah si, en France, on est beaucoup à être comme ça, en fait. Mais qui va au Burkina Faso? Quels Français vont au Burkina Faso? Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant quand tu voyages aussi, c'est que tu te rends compte que tu représentes un pays et qu'en fait, toi-même, tu te sens pas du tout concerné par ce que tu représentes, mais en fait, forcément, tu le représentes parce que les gens, ils ont Ça une doit être un image. choc, hein. Oui, c'est un choc, ouais. Et puis de dire à des gens, non, mais moi, en France, j'ai plein d'amis différents. J'ai des amis noirs et arabes. Les gens peuvent être même choqués parce qu'ils imaginent même pas, en fait, qu'on peut être mélangé ici. Bah, parce que il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est un petit peu l'apartheid en Afrique, hein. On a vu des belles images en Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est vraiment un pays à part où les Blancs, les Libanais, les Africains, les hommes, les femmes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément, énormément de respect. Mais moi, je sais que par exemple, là, tu arrives à Kinshasa pour faire une thèse sur les rappeurs congolais et tout, machin. Déjà, au début, la plupart auront peur. Après, ils vont vouloir te faire le tour des boîtes pendant 6 mois. Tu vois, et c'est assez délicat parce qu'en vérité, de la France en Afrique, on n'a pas eu beaucoup de preuves d'intérêt de nos cultures et tout sur place. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive comme ça, on est forcément un peu sur une défensive et tout, sur un truc. Et toi, tu hérites de ça, de tous ces a priori. Et du coup, c'est grâce à la politique, justement, que tu as réussi vos petites discussions Ouais, politiques. en fait, c'est la longue durée. En fait, c'est quand on est chercheur en anthropologie, en fait, on passe beaucoup de temps avec les gens. Donc, en fait, c'est l'anthropologue, sa mission, c'est de se faire accepter, en fait. J'ai une Donc, question. oui, qui a dit ça? J'ai pas vu. Ah, Ah oui, T'as visité combien de pays? j'ai visité combien de pays? Je sais pas, j'ai pas compté. Euh, une dizaine, je dirais, à peu près. Et quel pays? Alors, bah, j'ai vécu 2 ans au Burkina Faso. Du coup, j'en ai profité en étant là-bas pour aller au Mali et au Ghana. Je suis allée en Tanzanie aussi. Je suis allée aux Philippines. Je suis allée au Maroc. Bon, je sais. Bon, après ça, c'est des voyages plutôt du tourisme. Que des Euh, pays d'Afrique? les Philippines, c'est en Asie. C'est à côté de la Thaïlande, pas loin de la Thaïlande. Après, il y a eu les Antilles, c'est la France, mais c'est loin. Alors, j'ai une petite question. Attends, il y a Myriam qui a une question. Ah, vas-y. Juste, est-ce que tu as rencontré, enfin, est-ce que tu connais des rappeuses connues dans le monde? Alors, j'en ai pas rencontré parce que là où j'ai travaillé, il y en avait pas. À l'époque, Si, t'en connais des rappeuses connues dans le monde.
parle de... Ben, ta pote de Netflix. Ah, tu parles de Naira. Ouais, bah oui. Non, mais en fait, dans ma tête, j'étais sur le Burkina Faso. Mais oui, mais Naira, c'est une pote, c'est ma sœur. C'est une rappeuse connue dans le monde, elle est passée sur Netflix. Bah oui. Yeah. Tu connais Naira ou pas? Vous avez pas vu une nouvelle école sur Netflix? Oui, avec le trait. C'est une très grande amie à elle. Voilà, je pense que c'est la seule rappeuse que je connaisse vraiment. Et toi, t'écoutes des rappeuses? T'écoutes des rappeuses? Non. Ah, comment ça se fait? Tu préfères les rappeurs? En fait, Je connais plus de rappeurs que de rappeuses. Ça pose un problème, ça aussi. Hein. Ça veut dire que les rappeurs sont plus mis en avant ou alors tu préfères écouter du rap de garçon? Ben, je sais pas. T'as eu l'occasion d'écouter beaucoup de rappeuses et t'aimais pas ce qu'elles faisaient ou alors t'écoutes ce qui passe, quoi. Ouais, j'écoute ce qui passe. Et donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui passent. C'est ça la vérité aussi. Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans des playlists rap féminin où il faut cliquer sur ces playlists pour les écouter, sinon elles passent pas dans les autres. C'est vrai, c'est vrai. Parce que justement, on parle de Naira. Naira, elle a été un petit peu marginalisée, je trouve, dans Nouvelle École. Elle s'est présentée en audition devant Niska. Et il a sélectionné les deux autres gars qui étaient en plus potes entre eux et tout, et qui avaient quand même un style assez similaire. Et Naira, elle a fait une prestation vraiment originale qui a marqué tout le monde, qui a marqué tout le monde sur les réseaux. Elle méritait vraiment de passer au tour suivant. Mais par exemple, ouais, quand on regarde Nouvelle École, on se rend compte que c'est bien à l'image de tout ce qu'on peut trouver de misogyne dans le hip-hop et la place des femmes, c'est assez difficile de voir que malgré la présence d'une jury féminine, je crois à la dernière série, il y a pas une seule femme qui a passé le premier tour. Carrément. Je crois pas, non. Donc, et toi, comment tu constates ça un petit peu, l'évolution de la présence un peu féminine dans le game? Aujourd'hui, il y a pas mal de dispositifs, il y a pas mal de trucs d'accompagnement. Toi, tu vois ça de quel œil? Ouh, question difficile. Un œil méfiant. Un œil méfiant, je trouve ça... En fait, je trouve ça bien, mais en fait, ça reste... Enfin, c'est compliqué, la politique de discrimination positive. C'est compliqué. C'est très bien, la visibilité, mais encore une fois, ça reste mettre les gens dans des cases, quoi. C'est comme l'urbain. C'est un peu du même ordre que la case musique urbaine, où en fait, aujourd'hui, ça a tellement inondé les ondes qu'aujourd'hui, la revendication première, c'est de sortir de cette case. Donc, c'est un peu pareil pour les femmes. C'est-à-dire, là, pour l'instant, c'est bien. C'est un peu... Là, c'est l'anthropologue qui parle, mais en fait, c'est un peu tout le temps le même processus. C'est-à-dire que d'abord, il faut être reconnu grâce à une case, et après, il faut sortir de la case, en fait. Donc là, on est dans la période où le rap féminin, c'est une thématique où une femme qui fait du rap, on va pas trop lui dire qu'elle est mauvaise parce que c'est une femme qui fait du rap. Alors même qu'elle peut être très mauvaise. Mais on va pas dire puisque c'est une femme qui fait du rap, donc c'est bien. Donc c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que on peut, enfin voilà, la visibilité c'est important, mais la case rap féminin, et d'ailleurs des artistes comme Naira le disent à longueur d'interviews qu'elles veulent pas, elles font pas du rap féminin. Ce sont des femmes qui font du rap et ça reste du rap, c'est pas du rap féminin. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu à double tranchant cette affaire de case et de reconnaissance. On est reconnu, mais dans quelle case et par qui? Là, j'en parlais avec le RIF. Je suis actuellement en formation d'accompagnement artistique. Et on parlait justement de ces dispositifs. Et je disais que peut-être ça serait une idée de faire des dispositifs où la femme est mise en valeur, mais intégrer aussi des hommes, tu vois. Parce que le fait aussi de toujours se retrouver que entre femmes, c'est peut-être aussi une manière de se ghettoiser encore, d'être à part. Et c'est des super dispositifs où il y a plein de trucs, il y a de la promo, il y a du média, il y a des concerts.
mais les hommes n'y sont pas les bienvenus. Alors, comment on va faire en sorte que les hommes et les femmes puissent cohabiter si quand les femmes, elles ont un pouvoir aussi, elles restent ensemble? Ça, c'est quelque chose que je trouvais dommage. Moi, je proposais un truc, qu'on était dans des séances de travail. Je disais, pourquoi pas faire des dispositifs euh, pour les femmes, où à la fin, c'est sûr que c'est une femme qui va gagner, mais impliquer les hommes qui puissent aussi profiter des cours, profiter de l'enseignement, profiter de la visibilité du dispositif, être aussi dans les morceaux avec les femmes et qu'on ait l'habitude de voir plus. Je pense qu'on manque plus de collaboration rappeurs masculins, féminins que de rappeuses féminines juste tout court, en fait, dans ma vision. Tu as une question? Question? Euh, comment vous qualifiez en tant que femme? Comment je me qualifie? C'est-à-dire, tu peux préciser? Par exemple, toi, tu te qualifies comment? Essaye de développer Avec tes avec mots. tes mots. Toi, tu te qualifies comment? Je sais pas trop. C'est difficile. C'est pas facile. Hein. Je sais pas, c'est pour ça que je sais pas comment te répondre, comment je me qualifie en tant que femme. Je suis une femme, mais je sais pas quel autre qualificatif. Tu me parlais, là. Mais peut-être tu as quelque chose dans la tête, hein. Peut-être tu as. Je sais pas. C'est bon. D'accord. J'ai une question. Oui. T'as croisé combien de rappeurs? Sincèrement, j'ai pas une liste. J'ai pas une liste, je sais pas. Je sais pas. T'as croisé qui comme rappeur les plus connus, là? C'est ça qu'on veut savoir. Mais moi, j'aime pas dire ça. Moi, je réponds pas à cette question. Des rencontres, on va dire pas croisées, mais quelques rencontres, on va dire, qui t'ont fait plaisir ou apporté dans ta recherche, par exemple. Formulé comme ça. Ouais, formulé comme ça, oui. Bah, c'est plus au Burkina Faso, en fait. C'est vrai? Des noms? Smarty, Smoké, Face au combat. C'est des artistes que vous connaissez pas ici, mais qui remplissent des stades au Burkina Faso, mais qui ont énormément de mal à s'exporter et à se faire connaître en dehors de leur pays parce que pour des raisons économiques et de réseau et de connexion. Mais j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Alors, en fait, j'ai quelque chose à dire. Comme tu as dit, il y a des fois où il y a des raps. Parle dans le micro bien. Des fois, il y a des raps que pour les femmes et que pour les hommes. Mais sinon, moi, j'ai vu dans YouTube, il y avait des hommes et des femmes qui faisaient un rap. Oui, Une bataille. heureusement que ça existe. C'est ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire que pour prolonger même ce que tu disais, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des dispositifs, il y a plein de dispositifs qui existent pour que les femmes soient plus connues dans le rap ou ailleurs, mais là on parle du rap. Ce qu'on disait, c'est que c'est bien, mais l'idée c'est de créer quand même du lien, recréer du lien et faire en sorte que les gens collaborent ensemble, que ça soit des hommes et des femmes, que ça soit des blancs, des noirs, que ça soit peu importe. Moi, je pense que c'est ça le plus gros défi de notre société aujourd'hui. C'est de créer du lien et de faire qu'on arrive à se parler, même si on n'est pas pareil, même si on n'a pas les mêmes idées, même si on ne fait pas la même musique. Mais voilà, la capacité à discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et qui sont différents de nous, en fait. Donc oui, c'est très bien si tu as vu sur YouTube des femmes et des hommes qui font de la musique ensemble. Nous, on espère que ça. Oui. Est-ce que parfois, tu as eu des baisses de courage dans ton métier? Beaucoup. Je pense que le plus dur, c'est les longues études. Déjà, avant le métier, c'est aller jusqu'au doctorat, d'avoir le bac, ensuite le bac plus 2, plus 3, plus 5, et ensuite le doctorat. Ça, déjà, c'est compliqué parce que moi, j'étais une bonne élève, j'aimais bien l'école. Jusqu'au master 2, ça allait, donc le bac plus 5, parce que tu passes des examens, tu as des profs, c'est l'école. Après le master 2, tu es en doctorat, donc en fait là, tu es face à ton directeur de thèse et tu dois écrire 400 pages, qui est ta recherche à toi, que tu dois mener toi toute seule. Et avec ta propre méthode, ta propre organisation du travail, etc. Ça a été très dur parce que ça dure, pour moi, ça a duré 6 ans. Et là, on est face à soi-même.
Donc, j'ai compris à ce moment-là ce que ça voulait dire, la difficulté de faire des longues études. En fait, j'ai compris que faire des longues études, c'est pas être plus intelligent. C'est la capacité à aller au bout d'un projet très long et très énergivore. C'est ça, en fait, la difficulté. Et sans avoir de moyens, puisqu'on n'est pas payé pour faire ça. Donc, il faut travailler à côté. Donc, moi, je travaillais à côté pour financer mes études. Mais voilà, en fait, c'est plus de faire des longues études, c'est plus une question de détermination que d'intelligence. Vraiment. Donc ça a été beaucoup de doutes pour moi. Question. Oui. Quel est ton salaire? Quel est mon salaire? Aïe. Voilà. La moula, on veut savoir. Tu peux faire un joker ou Tu pas? cumules des postes. Joker. Il n'y a pas de joker, on est là. Les petits, ils ont besoin de renseignements pour leur On va les orientation. mettre sur YouTube après. On va biper 2, 3, 0. Mais on veut savoir grosso modo. Je gagne 2500 € par mois. Ce qui n'est pas énorme par rapport à mon... C'est pas un SMIC. Un SMIC. Ouais. Tu connais le SMIC? Le SMIC, si c'était 2500, c'est bien, on sera en Suisse, là. Le SMIC en France, il est à combien? 1400? 1300 €. 400, le SMIC. Ma mère, elle gagne 10 000, c'est pour ça. C'est ça? Oui, non, Donc, mais c'est elle pas gagne très... un peu plus je que la gagne pas moyenne. beaucoup par rapport à mon niveau d'études. C'est plus que la moyenne, mais comparé à 12 ans d'études, là, 12 ans d'études, tu es avec les chirurgiens et tout. Hein. Les chirurgiens, je sais pas, ils font 6 000, 7 000 par mois. Après, on n'a pas le même métier dans le Bien sens, sûr. moi, je me plains pas, tu vois, parce que, en fait, je suis payée à réfléchir. Mm. Et pour moi, c'est très noble. C'est-à-dire qu'on me paye pour rien faire d'autre que réfléchir et transmettre ce que j'ai appris. Mais c'est mérité, hein, l'intelligence. Amen. Merci. Voilà. Une question là-bas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans une petite ville comme les Ulysses? C'est trop mignon. Bah, attends, t'es une star. Trop pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Plein de choses. Déjà, je travaille un peu avec Grodage sur l'Académie du hip-hop. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, le début de mes études, c'est de l'animation socioculturelle à la base. Donc, en fait, tout ce qui est lié aux jeunes, tout ce qui est lié à des activités sociales, à rassembler, à faire des activités, des projets ensemble, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Moi, à la base, je viens de même pas une petite ville, je viens d'un village. J'ai grandi dans un village au milieu des vignes au sud de Bordeaux où on s'ennuyait. Mon adolescence, ça a été un ennui, mais tellement profond. Quel est le nom de ce village? Samaker, village médiéval. Il y a la fête médiévale tous les ans avec, ils mettent de la paille et tout dans les rues. Voilà, je viens de là. Donc, pour moi, les Ulysses, c'est pas aller dans une petite ville, c'est l'Île-de-France, il se passe plein de choses, il y a plein d'associations, il y a plein de projets, il y a plein de maisons des jeunes. Et en fait, j'aurais rêvé d'avoir ça, moi, quand j'étais jeune, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas une petite ville où je vais, c'est super important, nous, à nos âges, de transmettre maintenant, en fait. Mais aussi, l'ennui, bah, ça peut ramener des avantages. Parce que quand tu t'ennuies, tu réfléchis à qu'est-ce que tu veux faire. Mais quand tu t'ennuies pas, tu es focalisé sur ta tablette ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'ennui, c'est important. Ça, c'est vrai. Tu as totalement raison et c'est très intelligent de le dire. C'est très bien de s'ennuyer. Après, quand tu es adolescent et que tu rêves du monde, que tu as de l'ambition, tu as envie de faire plein de choses et que tu passes ta vie dans un abribus et qu'il n'y a que des vignes autour de toi, bah en fait, c'est pas drôle. Mais après, c'est vrai que tu réfléchis. Mais c'est vrai que c'est pas drôle. Il y a des avantages et des désavantages. Oui, c'est ça, exactement. Mais comme partout, hein, il y a nulle part où c'est parfait, de toute façon. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi quand même dans la nature. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir de l'espace, de vivre à côté d'endroits où il y a beaucoup d'espace et tout ça. Mais quand on est jeune, bah, on a envie de rencontrer plein de gens, de vivre dans des villes, etc., quoi. Donc, voilà, il y a du bon et du mauvais, comme tu dis. Oui, qui c'est qui a dit une question? Toi? Oui, prends le micro. Parle dans le micro. Quand tu étais petit, est-ce que t'avais ton idée que
Tu savais qu'est-ce que tu allais faire plus tard? Pas du tout. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'aimais l'école. En fait, j'adorais apprendre. J'avais l'impression de rien connaître. J'avais trop envie d'apprendre. Donc, j'aimais l'école et du coup, j'ai fait des études. Mais je savais pas, même en faisant des études d'anthropologie, je savais même pas que c'était possible d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être payé pour faire ce que je fais. Je savais même pas que c'était possible. Tu Donc, savais pas? non. Non, pour moi, c'était impossible d'être payé à réfléchir et à écrire des livres. C'est difficile à imaginer. Ou en tout cas, on pense que c'est pour les autres. Moi, je pensais que c'était pour les autres, pas pour moi. Mais je savais pas du tout. Ce qui compte quand tu grandis, je pense, hein, quand tu grandis, même si tu sais pas ce que tu veux faire, Tu savais pas ça existait? je savais que ça existait, mais je pensais pas que c'était pour moi. Parce qu'on imagine toujours, quand on grandit un peu avec des complexes, on imagine qu'il y a des choses qui sont géniales, mais qui sont pas accessibles pour nous. Alors qu'en fait, tu peux tout faire. Mais il faut que tu travailles pour faire en sorte que ça fonctionne. Et ce qui compte, c'est de travailler avec le cœur, en fait. Même si tu sais pas ce que tu veux faire, va là où ça te plaît. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai toujours fait en me disant, je sais pas à quoi ça va me servir ça, mais ça me plaît, j'y vais. Et en fait, au final, ça m'a servi. Oui. Est-ce que vous allez continuer votre métier pendant longtemps? Bonne question. Bonne question. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et mon métier peut se traduire de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être chercheur, souvent, c'est être payé pour faire ses recherches et écrire des livres et enseigner à l'université. C'est ce que je fais pour l'instant. Maintenant, moi, je suis un peu fatiguée du fait que ces recherches-là, elles sont pas très accessibles. Les gens qui sont pas là-dedans, qui sont pas étudiants, qui sont pas chercheurs, ils lisent pas nos livres en fait. Mon livre, il est pas vendu à des milliers d'exemplaires. C'est pas comme un écrivain qui écrit des romans, tu vois. Donc l'idée, c'est de trouver un métier qui est quand même proche de ça, mais qui est plus utile à la société, tout simplement, que nos recherches, elles aident plus la société, en fait. Qu'on travaille plus avec soit les politiques, soit les entreprises, soit l'industrie musicale, et que les recherches permettent de faire différemment, en fait. Si on critique des choses, bah, comment ce qu'on critique, on peut permettre de faire les choses différemment de ce qui nous plaît pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais un peu vers ça. Euh, c'est quoi qui t'a poussé à faire un livre? Bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussée? J'avais trop envie, j'avais fait toutes ces années de recherche. J'avais eu mon diplôme. Donc le diplôme, j'ai écrit 400 pages, mais c'est pas un livre. Un livre, il faut aller voir un éditeur. C'est tout un processus. Donc une fois que j'avais écrit cette thèse, qui était un papier qui va à l'université, après, si on n'en fait pas un livre, ça reste là dans une bibliothèque de l'université. Et voilà, personne ne va jamais lire ça. Donc moi, j'ai eu envie de faire un livre, déjà parce que c'était une grande fierté pour moi d'avoir un livre à mon nom, et aussi parce que j'estimais que tous les gens au Burkina Faso avec qui j'avais passé du temps, qui m'avaient accordé leur confiance, qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont permis d'être avec eux dans les studios d'enregistrement, dans les concerts, etc., il fallait que je leur rende ça. Il fallait que le livre, ça soit un peu comme un cadeau pour eux, de dire, bah voilà, pendant toutes ces années, vous m'avez accepté avec vous et vous n'étiez pas obligés. Je les ai pas payés pour ça. Ils l'ont fait gratuitement. Ils m'ont accordé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc, avoir un livre qui raconte l'histoire du rap au Burkina, bah, c'est aussi leur rendre hommage et leur dire merci, en fait. Et ça t'a pris combien de temps d'écrire le livre? Alors, du coup, là, j'ai réécrit ma thèse. Donc, c'était déjà écrit pour l'université. Donc, ça a été une réécriture où tu dois un peu changer des mots parce que tu n'écris pas de la même manière quand tu écris un livre et quand tu écris un travail que tu dois rendre à l'école, à l'université. Donc, je suis pas partie de zéro, j'ai pas pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. J'ai repris ce que j'avais déjà écrit et j'ai changé un peu des parties. Ça a pris, je dirais, 5 mois. Au final, c'est pas le plus long. C'est pas très, très long. Ce qui a été le plus long, c'est tout le travail de recherche avant. Yeah. Alors moi, je voulais te demander un petit peu pour boucler un petit peu sur quel projet tu étais actuellement.
Parce qu'on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois. Et je voulais savoir justement, c'est quoi les news? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? J'ai vu que tu avais mis en place quelque chose avec le prof Rémi Zouka à Rennes. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ça et nous parler aussi de ce qu'on peut attendre de toi sur les prochains mois, sur 2024. Ok, je vais essayer de la faire courte parce qu'il y a plein de trucs. Ouais. Mais toutes ces recherches, en fait, elles m'ont amené à me dire, bon, en fait, c'est intéressant ce métier, c'est bien de faire des recherches, mais à quoi ça sert tout ça? Et du coup, l'idée, c'est comment travailler avec des artistes et pas sur les artistes. Donc, du coup, j'ai développé des projets, dont le projet avec l'équipe de Rennes, Rumizuka, l'Authentique, MSAT et Carpet Pixels. Et The, à qui on passe un grand big up. Big up. Pendant 1 an, on a fait un projet ensemble donc de ce qu'on appelle la recherche-création, qui mélange recherche et création artistique. Et en gros, moi, je suis partie de l'idée que, en fait, les recherches qu'on fait en anthropologie, c'est de la compréhension des environnements sociaux des artistes. Et en général, ces recherches, elles restent dans le monde de la recherche, alors même qu'elles pourraient aider à la promotion artistique, en fait. Et donc, l'idée, c'est comment inventer des formats vidéo innovants, documentaires, qui soient des formats promotionnels, parce que le but, c'est quand même que ça serve aux artistes, mais qui soient basés sur une compréhension anthropologique. Et au lieu de faire de la promotion sur des cases et des clichés et des choses qu'on a l'habitude de voir, aller vers des choses plus profondes, plus ancrées d'une compréhension humaine de l'être humain, l'artiste en tant qu'être humain dans son environnement social. Donc c'est ce qu'on a fait avec les gars de Rennes. La vidéo va bientôt sortir. J'ai pas la date exacte, mais c'est en mars. Yes. On va organiser un live sur Instagram pour parler raconter des anecdotes et tout ça pour la sortie sur YouTube. Donc il y a ça. Ça c'est ma vision à long terme aussi, avec de manière plus générale en tant qu'anthropologue, de travailler avec les artistes. C'est pour ça que je veux faire du documentaire. C'est parce que j'ai pas envie de faire du documentaire comme ce qu'on a l'habitude de voir du quelqu'un qui vient et qui filme. De quoi? De la promo pure et dure, quoi. Soit la promo pure et dure qui se fait aujourd'hui, soit l'inverse, qui est le gars qui vient s'immerger dans un univers et qui exotise le truc. En mode striptease. En mode striptease, ou comment il s'appelle, de la Villardière. Ouais. Le nombre de gens qui m'ont dit, tu veux faire un reportage de la Villardière? Oh là là. Non, je veux pas. Bref, donc c'est ni l'un ni l'autre, ni trop promotionnel. En fait, le côté trop promotionnel des documentaires d'aujourd'hui, moi je les regarde ces documentaires et je les apprécie, mais je me dis, on comprend pas vraiment les gens qu'on voit à l'écran, parce qu'il y a une image tellement marketing que du coup on n'est pas dans une compréhension. En gros, ces documentaires, ils plaisent à la fanbase. Ouais. Ils sont pas là pour élargir la fanbase, en fait. Donc moi, ce que j'espère avec l'anthropologie, sans dire que c'est de l'anthropologie, parce qu'on s'en fiche des mots compliqués, mais de faire en sorte que ma capacité d'observation, d'analyse, elle amène une nouvelle forme de storytelling dans le documentaire, qui fait que des gens qui, à la base, n'aimaient pas cette musique vont comprendre l'artiste, en fait. Got it. Je comprends. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage dans cette nouvelle aventure. Et j'aime beaucoup le format. Donc, si vous comptez le refaire et tout, n'hésite pas à penser à nous. Yes. Et je sais pas, tu as une autre question? Vous avez Maman. Ouais. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est une question facile pour finir. Quel était ton sentiment de finir ton premier livre? Aïe. Tu as des bonnes questions. Ouais, mais vous avez tout le monde. Franchement, c'est une immense fierté. Sincèrement, j'ai rarement ressenti une fierté aussi grande, parce que je l'ai vraiment écrit. J'ai fait une conclusion personnelle où j'ai vraiment dit des choses qui me tenaient à cœur, parce que j'ai pu faire des dédicaces. Quand tu écris un livre, la première page, tu peux faire des dédicaces. Tu peux dédicacer ta famille, etc. Et un livre, c'est quelque chose qui reste. C'est du papier, c'est dans des bibliothèques. En tout cas, pour moi, c'était hyper important. Et il y a eu la sortie du livre, et après, il y a toi-même, tu vas dans des librairies et tu vois ton livre en vente.
Ça aussi, c'est quelque chose. Et c'est quoi le nom du livre? Ça s'appelle Faire carrière dans le rap au Burkina Faso. Tu vas l'acheter? Et c'est où? C'est où c'est qu'il est en vente? Ouais. Tu peux le trouver sur Internet et le commander. Il y a des librairies qui l'ont dans Paris. Mais à la Fnac, par exemple, tu peux le commander, mais il n'est pas dans les rayons. Bah, allez-y, quitte les sites, comme ça tu montes pas. Ben oui. Bah, le site, il y en a plein. En fait, on peut le commander dans Le toutes site les et librairies. l'édition, peut-être, Ouais. le site Ah, les où tu études, gagnes le plus de pourcentage. c'est pas gagné, ça. C'est les presses du réel. Le distributeur, c'est les presses du réel. Lespressesduréel.com. Donc, et on trouve le. Oui. De toute Et façon, on trouve en tapant mon nom et déjà, juste même sans mon nom, faire carrière dans le rap au Burkina Faso, direct. il n'y a que ça comme livre. Enfin, il n'y en a qu'un qui a ce titre-là, donc vous trouverez. Ok. Bon, bah, n'hésitez pas à acheter les livres. Hein. Ah, Merci. Si tu veux devenir agent plus tard, tu m'appelles. Tu deviendras mon agent. Alors, comment tu as trouvé ce petit moment avec J'ai les jeunes? Bon, il y en a qui ont dû partir à cause de l'heure de l'entraide et tout. Ils devaient filer. Mais J'ai kiffé, moi. ça passe un bon moment. Ah, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup pour les jeunes et les enfants. Ça leur a fait plaisir. Avec grand plaisir. Moi aussi, j'ai adoré. Applaudissements pour Anna. Ouais. Et pour vous, vos questions, elles étaient trop bien. On peut